Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de cette journée pédagogique de m'avoir invité et proposé d'animer cette table ronde. Donc cette table ronde va nous permettre de regarder ce qui se passe dans les entreprises après avoir, dans ce début de matinée, plutôt abordé les choses du point de vue de nos activités d'enseignement. Donc c'est intéressant de voir un peu là où on en est aussi dans les organisations, même si on sait qu'il y a une diversité et que ces outils IA, qui sont eux-mêmes diverses, n'ont pas pénétré, intégré toutes les organisations de la même manière, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Donc l'idée, c'est vraiment de regarder ce qui se passe dans les organisations quand l'IA s'invite au travail. Et donc, qu'est-ce que cela veut dire pour les activités de travail des personnes, sur les pratiques professionnelles des collaborateurs, comment ça vient transformer les compétences dans les différents emplois et métiers, et puis quels sont aussi les impacts humains dont on peut aussi pressentir qu'il peut y avoir des avantages à utiliser les outils de l'IA. On parle souvent d'un gain de temps, euh, de, de, de moins de tâches répétitives, mais il peut y avoir aussi des difficultés et des limites pour les personnes. Donc voilà, c'est de tout ça qu'on va discuter, donc avec nos intervenants d'entreprise, que je remercie au nom des organisateurs de nous avoir rejoints. Alors, Monsieur Filleul, directeur adjoint à l'innovation et la recherche technologique au CEA. Monsieur Jean-François Dufour, alors enchanté, directeur data scientist Hewlett-Packard. Monsieur Eugène Hortefeux, pardon, et ben voilà, parce qu'il me semblait qu'il manquait une personne, très bien. Directeur d'agence Peretti, non, entreprise du bâtiment. Madame Séverine Gessner, Human Resource Business Partner à Sinclair. Euh, Monsieur Jean Fulcran, expert cybersécurité SAP CISP, c'est bien ça. Et puis à distance, Monsieur Louis de Villens, alors sociologue du travail. On aura aussi l'apport d'un collègue sociologue du travail et des techniques au CREDEG et à Ephelia Côte d'Azur. Alors ce que je vous propose, c'est au regard de l'ensemble des sujets autour de cette question de comment l'IA s'invite au travail, c'est peut-être de faire un premier tour de table sur comment dans vos organisations, justement, l'IA pénètre et comment il vient quand je dis il, c'est l'intelligence artificielle et l'ensemble de ces outils. Donc peut-être nous dire aussi un peu où on en est sur ces outils. Vient modifier le travail et les pratiques professionnelles. Et puis dans un deuxième tour de table, on s'intéressera plus à la question de la transformation des compétences et aux enjeux pour la formation, puisque voilà, on est à l'université et la manière dont les choses évoluent dans les métiers interpelle forcément la communauté des enseignants dans la préparation des étudiants et dans ces étudiants qui seront demain des futurs professionnels amenés à travailler avec ces outils dans vos organisations. Donc je propose de démarrer par les représentants des entreprises et puis d'avoir le regard de notre collègue Louis de Villaine, sociologue du travail, ensuite. Ça vous convient ? Alors, je dois gérer le temps. On m'a dit 45 minutes plus 15 minutes d'échange, puisqu'il faut aussi qu'on puisse échanger avec l'ensemble de la communauté enseignante. Donc voilà, donc je vais vous proposer dans ce premier tour de table 5 minutes d'intervention. Voilà. Il n'y a pas d'ordre pressenti. Je vous passe le micro. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah, super, bonjour. Du coup, moi, pour l'entreprise Peretti, nous, on est une entreprise de seconde œuvre. On va faire de la plâtrerie peinture et un peu de macrolo pour les particuliers.
Nous, l'IA est vraiment intégrée via Gemini et via la suite Workspace de Google, du coup, qui se retrouve dans tous les outils qu'on peut avoir, que ce soit dans notre Drive, dans nos mails, dans les tableurs type Excel ou autre pour aider ou aller récupérer de l'information rapidement ou pour aider dans Excel d'aller écrire une formule, dans un mail d'aller le reformuler. Ça, c'est vraiment l'IA qui est un peu présente au quotidien dans les usages et qu'on pousse beaucoup et qui aide beaucoup, principalement l'écriture. On a beaucoup de techniciens, mais de temps en temps qui ont un frein à aller écrire ou aller formaliser une information pour des difficultés d'écriture. Et là, ça les aide. Et après, il va y avoir l'usage de Gemini un peu plus dans sa forme un peu plus complète et plus puissante, qu'on va utiliser pour de l'aide à la rédaction de mémoire technique, qu'on va utiliser pour faire des simulations de rendu esthétique sur un chantier qu'on a pu aller voir pour peut essayer de booster notre offre pour que le client puisse se projeter. Mais beaucoup, ça reste beaucoup dans du génératif ou de l'étude de documents ou de l'aide à l'écriture de documents de façon générale. Et là, on passe à un second cap parce qu'on prévoit cette année via un logiciel qui s'appelle Renalto, mais qui est vraiment de l'aide à la construction, une grande partie de la construction de devis via IA et via juste une petite description qu'on a pu faire à la voix, faire des petits devis de particuliers assez succincts et assez rapides, facilement pour limiter la charge de travail là-dessus. Très bien. Merci pour ces premiers éléments. Je vous passe le micro. Voilà. Faire un essai, est-ce que ça marche? Donc moi, c'est l'entreprise HP, donc vous connaissez probablement, c'est un fabricant d'ordinateurs individuels et imprimantes. Et dans notre industrie, en fait, l'IA, c'est pas notre première transformation digitale. Et si on regarde un peu en perspective, ça a commencé dès les années 1990 avec l'arrivée massive des ordinateurs personnels qui ont transformé notre façon de travailler, de communiquer, d'échanger des informations. Ensuite, il y a eu l'Internet, fin des années 90, où ça a accéléré la mondialisation de nos activités. Et puis, ça a également changé les façons de vendre les ordinateurs, avec l'arrivée de la vente directe avec Dell, avec une conséquence qui a été dure pour notre entreprise, puisque ça a conduit à une fusion pour survivre avec Compaq. Et c'était le début du déclin du site de Grenoble d'ailleurs. Donc ce qu'on a appris, et ce qu'on vit encore aujourd'hui avec la transition de l'IA, c'est qu'une transition de cette nature, d'une part, elle est inéluctable, donc inutile d'être dans le déni. Deuxièmement, elle a des conséquences, positives ou négatives, ou les deux, mais elle a des conséquences. Et troisièmement, on ne connaît pas toujours les conséquences. Donc il faut avoir un esprit assez ouvert. Donc où on en est aujourd'hui dans notre société? Oui, bien entendu, on utilise Copilot. Oui, on utilise ChatGPT avec des versions internes. Mais le plus important, c'est qu'il y a une tension aujourd'hui. En tout cas, dans notre société, une tension entre le buzz médiatique. Tous les matins, on entend parler d'IA, du grand remplacement des employés. Voilà. De l'autre côté, on a les vendeurs de solutions qui nous téléphonent tous les jours en nous disant qu'ils ont les meilleures solutions du monde. Et puis on a notre exécutif qui ne veut pas rater cette fois-ci cette transition. On ne va pas faire à nouveau la version Internet. Donc, il s'agit de mettre en place au plus vite l'IA. Et donc, on a une tension dans les équipes parce qu'on sait très bien qu'il ne faut pas rater ces tournants. Mais comment? Et là, j'avoue qu'on évolue entre optimisme, excitation de faire quelque chose, et puis les questions, les frustrations et les angoisses. Je dirais trois choses pour avancer un peu plus vite. D'abord, au travers de toutes ces transformations, ce qu'on a vu, c'est que les métiers restent. Donc il faut connaître son métier. Il n'y a pas de transition réussie si on ne connaît pas son métier. Moi, je suis dans la logistique. Le métier de 1980 et le métier de 2026, c'est le même. Les outils ont changé. Le périmètre a changé. Avant, c'était à portée de voiture. Maintenant, c'est à portée d'Internet. On sait quand un bateau part de Shanghai pour aller à Rotterdam. Mais le cœur du métier, les réflexes, les indicateurs de performance, ce sont les mêmes. Deuxième chose, il faut absolument apprendre. Ça, c'est fondamental et essayer. Ça veut dire potentiellement échouer. Et dans mon équipe, on a un certain nombre d'échecs. Mais ces échecs, on apprend et on les partage avec d'autres équipes. Ça, c'est fondamental.
Et la troisième chose que je dirais, il faut quand même, au jour le jour, célébrer aussi les succès. Je terminerai par un exemple, et on voit l'efficacité de l'intelligence artificielle. On a développé une solution qui en permanence scrute le monde et les problèmes qu'il peut y avoir. Et il y en a des problèmes dans ce monde. Récemment, on a eu, avec une solution à base de Claude, LLM, etc., un incendie en Pologne dans un entrepôt de nos fournisseurs. En quelques heures, je savais, on a identifié l'incident, sans qu'on nous avertisse, je savais le nombre de commandes, les clients impactés, les produits potentiellement à recommander pour éviter que nos clients en souffrent. En quelques heures, il y a même qu'une année, c'était impossible. Impossible, il fallait quelques jours. Donc cette transition elle est devant nous, il va falloir avoir l'esprit ouvert pour vraiment l'aborder. C'est bon. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Séverine Gessner, je suis en fait professionnelle des ressources humaines depuis 25 ans. Mon intitulé de poste est HR BP, c'est en fait responsable ressources humaines. Et je suis ravie d'être là aujourd'hui pour témoigner de ce que l'IA apporte ou pas dans nos pratiques et puis surtout dans l'évolution aussi à la fois des compétences et des comportements de nos collaborateurs. Moi, il me semble qu'il faut distinguer plusieurs choses. Bon, déjà, moi, ça fait 25 ans que je fais mon métier. L'IA est vraiment rentrée dans l'entreprise pour moi, en tout cas de ce que j'ai vu, on va dire il y a 4-5 ans. Voilà, je ne sais pas si vous êtes tous d'accord là-dessus. Ça dépend aussi des tailles d'entreprise, ça dépend des métiers. Moi, je suis plutôt spécialisée en industrie, donc j'ai des populations que je gère qui sont à la fois des populations ouvrières comme des populations de fonctions support. Et très clairement, l'IA n'a pas du tout le même impact que vous soyez dans les ateliers ou que vous soyez dans un bureau. C'est complètement différent. Même si ça commence à changer les pratiques quand même au quotidien, moi je trouve. Sur mon métier, alors j'ai essayé de structurer un petit peu l'approche pour vous donner quelque chose d'un peu clair. Il y a plusieurs choses en fait. Moi donc je suis au cœur des enjeux humains de l'entreprise. Ce que je vois beaucoup, d'autant que j'ai changé de travail là, en septembre et que je suis rentrée de nouveau dans une société internationale qui en plus maintenant est gouvernée par un board chinois. Je me rends compte qu'on nous encourage de plus en plus sur en tout cas des niveaux de responsabilité qui sont soit des boards, soit des CODIR, soit des COMEX à utiliser l'intelligence artificielle. Ça a des avantages, comme vous le disiez. Ça aussi, pour ma part, en tout cas, je trouve des inconvénients. Mais ça permet de pallier à quelque chose de très, très important pour ces populations-là, c'est la charge mentale. C'est-à-dire qu'ils ont souvent, nos managers, nos responsables de directeurs divers et variés, une charge mentale énorme. Et l'IA leur apporte ce soulagement qui consiste en fait quelquefois à simplifier les outils, les aider dans du rédactionnel, enfin voilà, ce que vous savez déjà tous. Donc il y a vraiment depuis, moi je trouve, 4-5 années, quelque chose qui se passe à ce niveau-là, qui est important, qui permet en fait d'apporter un bien-être, on va dire, enfin, de meilleures conditions de travail, mais qui doit être vraiment cadré. Et c'est le problème aujourd'hui. Alors moi, je suis dans une entreprise aujourd'hui internationale, mais qui n'est pas très grosse. On est 400. J'étais précédemment dans un groupe plus important, Martin Bélézo, vous connaissez peut-être, puisque Patrick Martin est le président du MEDEF. Donc là, c'était plus important. Le groupe était plus important. On cadrait un petit peu plus, mais c'est encore pas la grande pratique dans les entreprises que d'avoir des chartes liées à l'intelligence artificielle, c'est pas la norme. Et ça pose des gros problèmes de confidentialité aussi. On nous rabat beaucoup les oreilles, pardon, messieurs de l'informatique, sur le RGPD et ainsi de suite. Mais l'IA, pour l'instant, n'est pas très cadrée. Enfin, l'utilisation de l'IA n'est pas très cadrée. Vous êtes d'accord ? Oui, ça va.
Donc voilà, un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. En termes de métier de ressources humaines, et je pense que ça ne concerne pas uniquement le métier des ressources humaines, ce que ça crée aussi, et moi je trouve que c'est un biais qui est très compliqué à gérer, c'est qu'on voit surgir dans l'entreprise, alors notre sociologue à distance pourra peut-être m'éclairer en tout cas là-dessus, on voit surgir dans l'entreprise excusez-moi le terme, des pseudo-experts. C'est-à-dire que j'ai de plus en plus de salariés qui viennent me voir et qui me disent « Ah, ben, est-ce que vous avez mis dans l'accord blablabla ou la note blablabla ou c'est pas ça. » Alors, je dis « Ah bon, ben, discutons-en. » Et en fait, ils arrivent avec tout un tas de notes, de choses qu'ils ont bien sûr trouvées sur Copilot ou ChatGPT ou peu importe, pour challenger les pratiques. Et les managers sont confrontés aussi à ça. C'est-à-dire, on challenge les décisions, on challenge les pratiques. En soi, pourquoi pas, ça fait partie du dialogue social. Moi, je gère des comités d'entreprise, je gère du dialogue avec les salariés. Cela dit, moi, je trouve que dans les pratiques, en tout cas, c'est très compliqué parce que, en fait, vous perdez le côté... vous perdez l'expérience, vous perdez l'intérêt de l'expérience, vous perdez l'intérêt d'une formation aussi sur certaines choses. Je m'explique, par exemple, le droit social, moi c'est ma matière principale. Le droit social, il y a la loi. Et donc, ChatGPT va aller chercher dans la loi. Mais le droit social, ce n'est pas que la loi, comme toutes les matières juridiques d'ailleurs. C'est aussi de la jurisprudence, c'est de l'interprétation. Et l'interprétation, ça reste de l'intelligence humaine. Donc, c'est un exemple parmi d'autres, mais ça devient compliqué à gérer dans le quotidien. Alors, on explique, on recadre. Pour vous donner un exemple parmi d'autres, nos entreprises, en tout cas aujourd'hui, moi, de ce que je vois depuis quelques années, poussent les salariés à utiliser l'intelligence artificielle. Il me semble que ça reste un outil, ça doit rester un outil, et que l'humain a l'expérience pour vraiment éclairer en fait les textes dans mes cas de figure, éclairer les pratiques, et ça pour moi c'est très important de garder ça. J'ai lu là récemment une statistique que vous avez sûrement eu aussi sous la main et qui est quand même un petit peu mobilisante, sur laquelle il faut s'inquiéter. Vous connaissez sans doute tous le cabinet McKinsey. Ils ont annoncé de manière très transparente que 44% des postes juniors qui recrutaient habituellement ont été supprimés parce que l'intelligence artificielle, en fait, aujourd'hui, fait le travail des postes juniors. Donc, nos jeunes aujourd'hui, vous êtes sans doute parents, il y a des jeunes ici aussi, ils ont besoin d'apprendre, en fait. Ils ont besoin d'apprendre et de passer par le basique. Et l'intelligence artificielle, aujourd'hui, je ne sais pas si ça va remplacer ce basique. Voilà. Super transition. Merci. Donc effectivement, Loïc Jean Fulcran, c'est bien de me présenter comme expert cybersécurité. Je suis un peu un hacker repenti. Je pense que j'ai poncé la moitié des bancs de cet amphi et j'ai sûrement dormi là aussi. Donc je connais bien les murs. Quelques enseignants ici, je pense, m'ont déjà subi dans leur propre ordinateur. Je m'en excuse. Voilà, je suis repenti et en fait mon métier aujourd'hui, pour être plus précis, c'est en fait le contre-espionnage industriel. Et j'interviens actuellement pour un très bon client qui est dans l'horlogerie suisse de luxe. Ils sont très attachés au secret industriel et donc voilà, j'interviens là-bas. Donc c'est passionnant. Je peux bien sûr pas tout vous dire tout ce qui s'y passe, mais pour nous, l'intelligence artificielle, elle est rentrée par effraction. On a été, je dis on, mais en fait l'entreprise a été obligée de déployer son IA interne, wink wink, interne, avec des contrats protégeant les données confidentielles. Donc chez un partenaire de confiance en cloud souverain Microsoft, bien sûr. Donc voilà, jokes. Et alors en fait le truc c'est qu'ils ont été obligés de le déployer parce que sinon les salariés bien sûr utilisaient ChatGPT sur leur téléphone perso avec bien sûr zéro garde-fou sur la possibilité de vérifier ce qu'ils envoyaient là-bas.
Donc moi, dans le contre-espionnage, je m'intéresse aux entreprises qui sont trop petites pour intéresser la DGSI. La DGSI intervient plus ou moins gratuitement pour les vraies entreprises, mais les entreprises privées qui sont juste là pour faire de l'argent, bah elles, les pauvres, bien sûr, il n'y a personne qui s'occupe d'elles. Donc voilà, je suis pour ça. Et donc effectivement, moi ce qui m'épate, c'est qu'avant dans le renseignement, bah, il fallait aller sur le terrain, il fallait tamponner les gens, les recruter, les retourner à la cause et récupérer de l'information. Aujourd'hui, les gens se recrutent d'eux-mêmes. Ils s'inscrivent sur un système américain pour directement délivrer à la CIA l'intégralité de l'information sur comment marche l'entreprise. Enfin, c'est génial. Demain, si je veux monter un concurrent en Chine, bah, je pourrais dire à mon IA, est-ce que tu peux me générer les plans d'usinage et les programmes pour mon système d'usinage pour générer directement en fait toutes les pièces qui permettent, et accessoirement, tant qu'à faire assembler ça à mon robot. Ah, bien sûr. Parce que justement, il a déjà tous les plans, c'est pratique. Voilà. Et donc, voilà. Donc chez les clients pour qui le secret industriel est encore important, bah, ils travaillent sur table, papier, dans des salles qui sont isolées des réseaux internet, machin, téléphone interdit. Donc les vrais secrets de designers sont dans des salles blanches au sens également radio. Donc c'est coupé. Les vrais designers, ceux qui préparent les futurs modèles, parce ça reste aussi le monde de la mode. Donc là, on vient de passer le salon qui s'appelle Watch and Wonders, qui est très important pour mon client. Il ne faut pas que les nouveaux modèles sortent avant, tant qu'à faire l'annonce, hein, bien sûr. Et donc, la question de protéger ces informations-là sont pour eux hyper importantes. Parce que sinon, en fait, ce qui se passe, c'est que les contrefaçons chinoises sortent avant les vrais modèles. Ouais. C'est chiant, mais... Voilà. Donc voilà, donc l'IA, du coup, ils ont été obligés de la proposer aux salariés, parce que sinon, les salariés se débrouillaient par leurs propres moyens. Et le problème, c'est que, je rejoins la vision RH, c'est que... Enfin, je sais pas si ça rejoint complètement, mais un salarié qui utilise de manière un petit peu en loose day, je dirais, l'IA, va apparaître auprès de ses collègues comme un espèce d'expert un peu plus que d'habitude. Alors, c'est de l'ultra-crépidarianisme, hein, c'est ça le terme scientifique, pour parler de ce qu'on ne sait pas. Ça vient de Crépidus, ouais. Et donc, l'idée, c'est que forcément, quand vous êtes dans une discussion et qu'il y a un gars qui étale un mail de 4 km de long, ultra bien rempli, machin, nana, pointe, t'as bullet point et tout, bah les autres, il faut qu'ils se mettent au niveau, sinon ils passent pour des bouffons, hein, c'est un peu ça l'idée. Donc eux aussi, ils vont du coup parler à ChatGPT et tout le monde s'échange des trucs, et puis voilà. Mais le problème, c'est merde, on a une réunion de contenu secret. Zut, comment je fais pour résumer une contenu? Puisque du coup, l'IA, c'est interdit d'envoyer des trucs secrets, alors qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est pour ça qu'ils ont mis des IA internes pour traiter les documents jusqu'au niveau confidentiel, parce qu'on a 4 niveaux de confidentialité, hein, chacun. Donc tout ce qui est secret, bien sûr, est strictement interdit de médias numériques, hein, et quand ça doit s'échanger, c'est du PGP avec cérémonie d'échange de clés, enfin un truc costaud, quoi. Mais voilà, donc jusqu'au confidentiel, ils tolèrent de discuter avec les IA. Ouais. Mais parce qu'effectivement les collègues utilisent l'IA, ben, du coup, eux ils débitent, hein, ça y va, machin, et donc si vous n'êtes pas vous-même sur l'IA, vous ne suivez pas forcément le rythme. Voilà. Et donc tous les gens se sentent un petit peu contraints d'aller vers l'IA, ne serait-ce que pour tenir le rythme des collaborateurs qui sont en face. Le problème, c'est qu'on a aussi des collaborateurs, et donc moi dans le monde de la cybersécurité, je le vois, ça me navre, hein, qui maîtrisent pas vraiment toujours leur sujet. Donc on en revient au point qu'il y avait tout à l'heure sur la conférence, où effectivement ils délèguent au lieu de sous-traiter. Donc ils demandent à l'IA de faire un truc qu'ils ne sont pas capables de juger si c'est correct ou pas. Parfois ça peut être dangereux, bien sûr, hein, voilà. Donc dans le cas qui est celui-là, c'est que on a finalement des gens qui se laissent embarquer par l'IA, et donc qui partent sur effectivement, vas-y qu'on va challenger tel ou tel projet parce que mais vous connaissez pas la loi machin. Non, en fait ça c'est du droit américain, Coco. D'accord. Parce que le RGPD, ouais, mais on est en Suisse, le RGPD, il n'y a pas. Ici, c'est la nouvelle loi sur le règlement des données personnelles. Ah, d'accord, c'est pas pareil. Ah, bah, c'est un peu pareil. Ah, c'est pas pareil. Ah, ouais, mais parce que là, avec l'IA, ouais, mais on est en Suisse. Ah, bon, d'accord. Ah, oui, par contre, on travaille avec des Chinois, donc il y a la loi chinoise. Bah oui, avec Dubaï, bah ouais, c'est la loi divine qui s'applique. Alors, c'est pas pareil. À la loi divine, putain, comment ça marche? Ah, ouais, attention, il y a des mots qu'on n'a pas le droit de mettre dans le système parce que la loi divine nous l'interdit. Voilà. Non, il y a des trucs qu'il faut avoir en tête, et donc du coup l'IA, effectivement, elle a un biais d'apprentissage qui est basé essentiellement sur les corpus de savoir américains, et donc forcément quand on l'interroge, elle a une point de vue américain, elle a une posture politique plutôt américaine, donc plutôt quand même à droite. Il y a des choses qui, voilà. Donc la diversité, des fois, nous l'envoie en pleine gueule, hein, parce que chez eux, le racisme, en fait, c'est la base, hein, c'est légal là-bas. Donc en fait, du coup, c'est pareil, selon les questions qu'on pose, vous êtes noir ou pas? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça peut foutre pour vous, en fait? Ah c'est important, parce que les quotas, non mais ça suffit, quoi. Voilà. Donc l'IA, elle a quand même elle a quelques biais, quand même, hein. Voilà. Ouais.
Elle a d'autant plus quelques biais que les gros acteurs sont chinois et américains. Exactement. Et donc effectivement, le truc qu'il y a, c'est que donc cette fuite en avant des gens qui utilisent de plus en plus l'IA sont en train de devenir en fait malgré eux des secrétaires d'un super salarié qui lui est chinois. Donc en fait finalement notre salarié c'est ChatGPT ou machin qui est en fait ou Sidens ou qui voulait, c'est en fait le salarié c'est en fait c'est l'oncle Sam en fait et nos salariés sont en train de devenir des secrétaires de ce salarié. Donc qui travaille pour qui? Voilà. Et donc le problème c'est que l'IA quand elle va vraiment commencer à devenir puissante, ça va devenir une arme et c'est quelque chose qui va être soumis potentiellement à embargo. Hein, je pense pas que Trump s'amuse à laisser aux Européens l'accès à la toute-puissance de la prochaine version de leur IA qui permet potentiellement de pirater ses codes nucléaires. Il arrive à se pirater tout seul, vous me direz. Bon, ouais. Il se pirate tout seul, Trump, tout seul, d'une manière. Enfin voilà, l'idée c'est que demain, l'IA, on aura vraiment une fraction importante de gens qui n'auront plus accès à la vraie IA. L'IA puissante, on aura l'IA de base ou celle qu'on fait tourner sur son GPU pour générer son contenu ou pour générer son porno, parce que ça c'est un grand classique aussi pour les étudiants, ils en parlent pas, mais wink wink. Ah oui, ça vous imaginez pas. Et donc, le truc qu'il y a, c'est que demain, il y aura l'IA qu'on paye, comme pour les étudiants qui disaient tout à l'heure, leur problème, c'est est-ce que j'ai les sous pour payer cette IA? Parce que forcément, vous avez l'accès à l'IA plus puissante, vous avez le dessus technologique. D'accord? Si demain j'ai accès à une IA qui est plus puissante que la vôtre, je peux faire des choses plus puissantes que vous. Là, je viens et j'en suis très fier de publier un livre, mais ça m'a pris 10 ans à l'écrire. Si j'avais un abonnement super luxe à Supergrok pour 200 balles par mois, il m'écrit mon livre. D'accord? Donc en fait, l'accès à la technologie demain va faire des super humains qui auront effectivement ce relais technologique et d'autres qui l'auront pas. Donc ça va accentuer en fait les inégalités, les fractures, jusqu'à ce que on ait, c'est Laurent Alexandre et pour finir, je vais le citer, qui a fait un livre qui s'appelle La guerre des intelligences. Et je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit dedans, mais sincèrement, sa conclusion nous amène vers ce qu'il appelle l'homo deus, qui transcende son intelligence humaine. On peut rajouter ça avec le transhumanisme, mais voilà, dans l'idée, c'est qu'on aura demain des humains qui auront accès à ces super machines et qui auront la toute puissance intellectuelle et tout un tas d'autres humains qui ne seront finalement plus que les mains et les pieds de l'IA. Voilà. Bravo. Non, c'est bon. Donc moi je vais vous parler de l'IA au CEA, donc Commissariat de l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Donc on revient un peu en France, après le détour un peu par Trump et les US. Au CEA, on travaille sur l'IA, alors pas tant sur l'IA générative, on travaille depuis longtemps sur différentes formes d'IA dans les laboratoires, mais voilà, plutôt IA physique, maintenant IA agentique, mais il y a différentes formes d'IA. On parle aussi de Edge IA, etc. Donc on travaille sur ces formes d'IA. Mais on a aussi le sujet de s'approprier l'IA générative et peut-être que je vais vous donner quelques exemples et ça peut aussi faire écho à ce que vous devez mettre en place côté UGA. Donc nous on a sur la partie IA générative on a commencé une expérimentation en 2024 pour répertorier un peu les usages et comment on pourrait utiliser l'IA générative de façon vraiment transverse. Donc au CEA, je repositionne un peu le contexte. On est à peu près 25 000 en France. On travaille sur de la recherche, donc organisme de recherche sur la transition numérique, transition énergétique, médecine du futur et aussi des questions liées à la défense. Donc on est 25 000. On a commencé une expérimentation en 2024 avec 200 personnes. Pour répertorier un peu les usages, faire des premiers tests. Expérimentation qu'on a élargie 2025 jusqu'à actuellement à 2000 personnes et on va passer sur une phase complète pour utiliser l'IA générative au sein du CEA pour les 25 000 personnes, plus nos entreprises partenaires et co-traitants. Donc ça fait pas mal de monde. Avec cette expérimentation, on a choisi en fait de déployer une IA générative interne
basé sur un modèle de Mistral. Donc on a quand même fait le choix de Mistral et de donner quelques sous sur nos machines. Donc on est vraiment sur notre IA générative n'est pas connectée à Internet. Donc quand on met des données, on maîtrise complètement en fait notre base de connaissances, nos corpus en local, et on fait pas sortir en fait nos données, et on fait pas sortir aussi nos questions à l'extérieur. Tout reste en interne. On a même aussi donc le petit nom d'ailleurs de notre IA générative interne s'appelle Maya, pas très loin de votre Mia. Et on a même aussi un IA génératif qui est propre aux activités nucléaires du CEA, qui est encore à part et qui est là dans des bunkers, etc. Et les personnes sont dans des salles blanches, etc. Donc voilà, même sur cette IA générative, on n'a pas le droit d'utiliser cette IA générative pour les données confidentielles. On a une charte. Alors la charte, effectivement, elle est basée sur 4 grands piliers. Le premier pilier, c'est la protection des données. Et c'est pour ça qu'on a fait le choix de réintégrer la technologie en interne. Le deuxième pilier, c'est le contrôle des données. Et donc, effectivement, contrôler notre base de connaissances, contrôler les résultats que nous donne l'IA. Checker sur sa réponse. Le troisième pilier, c'est la responsabilité environnementale. On a fait le choix aussi de mettre en place un modèle d'IA avec différents niveaux. On peut interroger en fait le modèle d'IA Mistral avec un modèle low, un modèle médium pour diminuer l'empreinte environnementale quand on interroge l'IA. Et le quatrième pilier, c'est de partager nos connaissances et de partager nos pratiques pour que tout le monde puisse bénéficier de notre apprentissage commun. C'est-à-dire quand on fait du prompt, quand on fait de l'agentique, donc des agents, quand on va développer un agent pour automatiser des mails, pour automatiser du Excel, pour automatiser du compte-rendu, on essaie de partager ces prompts et de travailler aussi une interface. C'est de l'open prompt. C'est de l'open prompt, voilà. Exactement. Donc voilà un peu donc on a commencé la phase expérimentale. Donc en fait on a cette charte qui est en place. On a effectivement interdiction d'utiliser des moteurs de recherche ouverts pour des besoins professionnels. Donc on peut le faire à titre personnel, mais on n'a pas le droit de les utiliser dans le cadre du travail. Et après, non, pour l'instant, il n'y a pas de recadrage particulier, mais on est sensibilisé à ça. Et voilà. Après, donc on va définir on utilise l'IA de façon assez classique pour des sujets, en fait, des briques assez basiques que vous utilisez aussi, c'est-à-dire faire du compte rendu, automatiser des tâches. Enregistrer des conversations et générer des comptes rendus, automatiser des tâches avec Excel, voilà ce type de tâches. Donc ça, c'est des briques, on va dire, unitaires. Et après, on va commencer une expérimentation. On commence des expérimentations sur des process métiers. Et je finirai avec ça. Juste pour vous donner un petit... Peut-être ça vous parlera aussi. Nous, on est soumis au code des marchés publics. Donc, on émet des appels d'offres et qui est des charges d'appels d'offres. Et on a mis en place l'IA pour traiter les réponses. Et donc, pour traiter les réponses, noter les réponses aux appels d'offres, faire du tri. Et donc là, on est passé de 3 heures pour analyser une offre, en moyenne 3 heures pour analyser une offre de réponse à un appel d'offres, à 10 minutes. Et donc, si au total, on fait sur l'ensemble des réponses, on diminue notre process de environ 50-60 jours sur le traitement des réponses appels d'offres. Voilà. Ok, très bien. Merci beaucoup. Donc, je propose qu'on passe la parole à notre collègue Louis de Vilaine, sociologue du travail, et puis qu'après, on partage vos retours et aussi avec la salle. On vous laisse la parole, monsieur de Vilaine. Bonjour. Ça va bien le son? Ça passe? Ça va pour un peu plus fort? Un peu plus fort? Ok. Je vais rapprocher un peu.
Bon, merci de m'avoir. Je suis présentement à Nice. J'ai vu sur le terrain de pétanque. Et donc, malheureusement, je ne suis pas parmi vous, ça faisait un peu loin. Donc, moi, de base, j'ai fait ma thèse à Grenoble en sociologie. Là, j'ai soutenu il y a pas très longtemps. Et là, maintenant, je suis enseignant-chercheur à l'Université Côte d'Azur, notamment, ouais, en lien sur le- introduction à l'IA, en fait, ou pour les étudiants du supérieur, dans le cadre du grand plan de formation des étudiants d'enseignement supérieur à l'IA. Voilà, mais moi, ma spécialité, c'est plutôt la sociologie. Alors, je suis content d'être un peu le représentant des sciences sociales dans ce panel. Et le représentant en sciences sociales est forcément un peu pénible et ne va pas droit au but. C'est-à-dire que c'est assez difficile de tenir un discours général sur voilà, les effets de l'IA sur le travail des organisations. Parce que quand on parle d'IA, on parle de beaucoup de technologies différentes. Alors, je n'étais pas là ce matin, peut-être que vous en avez parlé, mais aussi bien voilà, IA symbolique sur des systèmes, un peu des grands arbres de décision, que de l'IA connexionniste, là, qui a fait son retour dans les années 2010, du traitement d'image, un peu traitement vocal, traitement de données, et puis là maintenant l'IA générative. Grande diversité aussi de tâches, donc à la fois des tâches transverses, génériques, des tâches expertes, des tâches relationnelles désormais, et puis des grandes diversités aussi dans les modalités d'intégration de ces systèmes. Alors soit de façon intégrée, réfléchie en collectif, là j'ai entendu parler de chartes, avec une réflexion un peu en interne. On a aussi des cas où on est plutôt sur du débrouillez-vous, de l'IA qui serait un peu, parfois même imposé par la direction, sans forcément qu'il y ait vraiment de direction donnée, voire de l'IA camouflée. Vous avez entendu parler peut-être de ce qu'on appelle Shadow AI, donc c'est-à-dire les salariés qui utilisent l'IA dans leur coin. Tout à l'heure, on en parlait avec les problèmes de sécurité que ça peut poser, mais aussi avec une volonté, si vous voulez, de bénéficier des gains potentiels en productivité et non pas qu'ils soient réinvestis dans leur entreprise pour leur donner à faire plus. Il y a une étude qui est parue récemment là, qui montrait justement que avec l'intégration de l'IA, loin enfin, dans cette entreprise-là, je crois de télécom, je suis plus très sûr, euh, en fait, elle contribuait à intensifier le travail parce que les gens faisaient un peu plus vite, mais on leur demandait plus. Et puis, dans le même temps, en fait, ils lançaient un prompt avant la pause, mais pendant la pause, ils regardent est-ce que le prompt est bien lancé ou pas. Voilà, donc en fait, il n'y a plus trop de pause. Et puis, le travail avec l'agent conversationnel floute un peu la frontière entre ce qui relève du travail, ce qui relève peut-être de la vie personnelle. Voilà. Et donc, charge cognitive accrue, plus de travail, et cela sans même que l'entreprise en fait ait encouragé l'usage de l'IA. Voilà, donc des effets qu'on peut observer de ce point de vue-là. Euh, ce qui apparaît, c'est que ce qui serait nouveau en fait avec l'IA générative, en tout cas donc plus récente, donc forcément c'est d'abord la capacité d'automatiser des tâches qui jusque-là paraissaient un peu, si vous voulez, échapper à l'automatisation. Et pas forcément les tâches les plus répétitives, hein. Je pense que si on va demander à des graphistes si ils trouvaient répétitif de produire des créations graphiques, sans doute qu'ils ne seraient pas d'accord avec ça. Donc ça vient menacer, en tout cas affecter des professions qui semblaient ne pas l'être, en tout cas du point de vue de l'automatisation, puisque comme ça a été rappelé, il y a eu de nombreuses transformations digitales au fur et à mesure du temps. Euh, Ce qui est aussi spécifique, c'est cette introduction par le bas, quoi, par les salariés eux-mêmes. Là, il y a eu un rapport récent de Datacraft, Ian Ferguson du Laboria, sur justement la façon dont les salariés s'approprient ces technologies un peu de façon cachée et tous les problèmes que ça peut causer. Et vous parliez tout à l'heure des pseudo-experts, justement de l'émergence en fait d'expertises un peu alternatives qui peuvent venir se confronter à celles qui existent déjà. Et puis un troisième peut-être point très spécifique à l'IA générative, c'est une hype comme on en a rarement vu. Euh, on en parle, quoi. On en parle, l'IA partout. Moi, j'ai commencé ma thèse en 2021, donc avant le début de ChatGPT. Et j'ai vu arriver, voilà, mon travail, donc c'était étudier l'IA. J'ai vu arriver l'IA le matin, je me réveille, on parle d'IA. À la pause, le midi, on parle d'IA, quoi. Moi aussi, le- mon travail de recherche sur l'IA, ça était partout, quoi, dans ma vie. Voilà. Voilà. Et hype lié avec tous les enjeux économiques qu'il y a, bien sûr, lancés depuis les États-Unis, la compétition, la rivalité avec la Chine. Et, et voilà, et qui encourage en fait des logiques d'investissement qui demandent à sans cesse renforcer les effets potentiels de l'IA, en tout cas qui sont annoncés. Voilà. Donc ça fait l'IA une technologie, si vous voulez, à part entière, mais c'est aussi une technologie numérique en fait tout à fait banale d'une certaine manière, tout à fait comme les autres. En sociologie, il y a un principe important, c'est le refus du déterminisme technologique.
le déterminisme technologique, c'est de dire la technologie transforme la société. Et ce que je dis à ce sujet, c'est pas la technologie qui transforme la société, c'est la façon dont les groupes professionnels, euh, autres, les communautés s'approprient ces technologies. C'est ça qui transforme la société. Ouais, et donc tout va dépendre en fait des modalités d'intégration de ces technologies. Et du point de vue de la sociologie des organisations, si vous voulez, les transformations, elles ne sont pas évaluées du point de vue voilà, remplacement versus salarié augmenté, mais plutôt on va s'intéresser aux transformations du travail effectives. Parce qu'il y a 5 phénomènes auxquels on peut s'intéresser. Bon, je vais conclure là-dessus. 5 phénomènes, il y a des transformations dans le contenu des tâches. Qu'est-ce qu'on faisait avant, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Typiquement, pour les métiers de la traduction, on va de la traduction, on va faire la traduction d'un texte vers des tâches plutôt de post-édition, c'est-à-dire un texte pré-traduit qui va être ensuite amendé. Voilà, et tous les traducteurs et traductrices vous diront que c'est pas du tout la même qualité de travail et même la qualité de rendu final. Mais par contre, on va les payer un peu moins cher parce que vous comprenez, voilà, on vous a prémâché le travail. Voilà, donc avec des enjeux économiques forcément. Euh, et pareil, si vous voulez, avec les cabinets de conseil qui automatisent une partie des, on parlait tout à l'heure, des rapports, voilà, on passe de la rédaction vers l'édition. Et donc ça amène à un deuxième phénomène, donc c'est le déplacement des tâches. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas un vrai remplacement. Quand il y a une automatisation, c'est plutôt un groupe professionnel qui s'approprie les tâches d'un autre groupe professionnel. Typiquement, moi, je l'ai vu dans ma thèse, donc industrie du semi-conducteur, contrôle qualité, et on voit que les ingénieurs de service cherchent à faire des systèmes qui vont détecter automatiquement des défauts, donc je le dis simplement, détecter automatiquement des défauts. Et bien en fait, c'est pas que le travail des techniciens qui le faisaient avant est remplacé, c'est juste que les ingénieurs s'approprient ces tâches-là. Il y a un déplacement des tâches d'un groupe professionnel vers un autre. Troisième phénomène, c'est la transformation des modalités de coopération. Euh, Comment est-ce que les gens se partagent des connaissances? Comment est-ce qu'ils travaillent ensemble? Est-ce qu'on allait avant voir un collègue et maintenant on demande à un système d'IA qui va donner la réponse avec un niveau de fiabilité différent, une dimension relationnelle différente. Quatrième transformation, c'est transformation des modalités d'apprentissage. Et là, c'est crucial forcément quand on pense pédagogie et étudiants. C'est est-ce que les étudiants apprennent encore à argumenter quand ils délèguent une partie de la réflexion pour faire leur DM à ChatGPT ou à Claude? Et enfin, oui, et avec des différences, encore une fois, entre les professionnels qui seraient expérimentés, qui savent déjà faire, qui sont en capacité d'amender, et puis les professionnels qui sont plus novices et qui débutent, qui ont besoin aussi de cette phase d'apprentissage de faire soi-même. Et enfin, un dernier élément de transformation du travail, c'est transformation dans le contrôle du travail. Là, il y a un livre qui est sorti récemment, je ne l'ai pas lu encore, mais on en a dit du bien, qui s'appelle Les nouveaux contremaîtres, et qui montre comment, en fait, l'usage de l'IA, mais généralement des technologies numériques, en fait, permet de contrôler le travail, de séparer les tâches, de s'assurer que les salariés font bien ce qu'on leur demande de faire et non pas qu'ils soient en train de traîner ou de faire autre chose. Voilà. Et donc, si vous voulez, de participer à ce resserrement aussi sur les salariés. Voilà, je m'arrête là-dessus. Merci beaucoup pour cette analyse des transformations en cours sur le travail et les activités en lien avec effectivement l'intégration qui peuvent être diverses de ces outils qui eux-mêmes voilà, sont diverses jusqu'à l'IAG, mais qui n'est pas le seul outil où il y a dans les organisations. Peut-être avant de laisser la parole aux questions, moi, au regard des différentes interventions, finalement, il y a vraiment plein de points communs. À vous écouter, on est convaincu que, voilà, hein, vous l'avez dit, je reprends vos expressions, mais ça se développe, on pousse dans les organisations, sans connaître toutes les conséquences parfois, en ayant pour autant bien conscience des enjeux de sécurité de données, de confidentialité. Donc là, c'est une vraie problématique au regard de la question de la souveraineté des outils qu'on va utiliser. Cette idée aussi que on sent qu'il y a ce besoin d'encadrement hein, des pratiques, pour notamment parce que, comme notre collègue Monsieur De Villen l'a dit, parfois l'IA, elle arrive dans les organisations parce qu'elle est un usage personnel par les
s'il peut pas. par les collaborateurs et qu'ils utilisent les outils qu'ils utilisent dans leur vie personnelle et que pour autant ces outils ne sont pas forcément autorisés par l'organisation. Moi, ma question, c'était de dire, le sentiment derrière ces transformations multiples, c'est qu'on sent bien que l'IA se développe et que ça pousse et ça se développe et que l'idée c'est pas d'interdire non plus dans les organisations l'usage de l'IA, mais plutôt de contrôler ce qui se fait et avec quels outils. Et mon sentiment, c'est de dire qu'aujourd'hui, ça transforme finalement ce qu'un employeur attend d'un salarié qualifié, parce que comme l'a dit Monsieur de Vilaine, une des grandes transformations, c'est que ça concerne beaucoup le travail qualifié qui avait peut-être été effectivement jusque-là beaucoup plus épargné par les différentes étapes de l'automatisation, et ce qui n'est plus le cas avec l'IAG. Mais je vais vous laisser la parole justement. Voilà. Donc voilà, le sentiment c'est que ça vient transformer ce qu'un employeur peut attendre d'un salarié qualifié. Vous êtes revenu, je crois que sur cette dimension de l'expertise qui a été évoqué tout à l'heure lors de la première conférence, cet enjeu de l'expertise, de maîtriser pour à la fois veiller à ce qui est produit par l'IA et ce qu'on attend dans la dimension opérationnelle du travail. Voilà, donc le lien avec l'université au regard de qu'est-ce qu'un employeur peut attendre d'un salarié qualifié aujourd'hui qui va utiliser l'IA, puisque vous avez dit aussi que quand même ce qui est observé, c'est que ça fait gagner du temps. Donc finalement, on devient aussi... ça permet de tenir le rythme, j'ai aussi noté ça. Et les enjeux en termes de formation, voilà, puisque à l'université et dans les IUT, on se pose aussi ces questions, comment accompagner les étudiants, demain futurs professionnels, à qui, dans leur fonction et dans leur métier, ils vont être amenés à utiliser ces outils. Voilà. J'ai l'impression qu'on est un peu confronté sur les mêmes questions, c'est comment on s'assure d'une bonne utilisation, d'un bon usage des outils, d'une manière éthique, responsable. Voilà. Peut-être une réaction par rapport à ces éléments, et puis après on donnera la parole à la salle. Non, je voulais réagir par rapport à... Je ne suis pas forcément... C'est midi, on va mettre un peu de piquant. Je ne suis pas forcément à l'aise avec ce... Je nie pas le pseudo-expert et la disparition de métiers qualifiés, mais peut-être que ces métiers disparaissent parce qu'ils n'étaient pas justement qualifiés. Je m'explique. Et je peux que partager mon expérience personnelle. Dans mon équipe, les gens qui marchent très bien, et on fait tout pour les garder, ce sont justement les gens qui ont compris ce qu'était leur métier, qui ont une vraie expertise. C'est des gens qui ne sont pas planqués depuis des années derrière des jobs, ingénieurs ou autres, mais qui ont vraiment eu la passion de leur métier, qui l'ont compris, qui sont allés sur le terrain, qui comprennent vraiment ce qui se passe. Et ces gens-là, l'intelligence artificielle, c'est qu'un outil de plus. Et ils le savent. Moi, j'ai quelqu'un dans mon équipe qui est capable de challenger Accenture, qui est une grosse compagnie, qui est un fournisseur de solutions. Ils n'y arrivent pas avec elle, parce qu'elle connaît tellement la logistique, elle a des années d'expérience, elle sait obtenir de leur part des choses qu'on n'attendait pas forcément au début, et sait challenger. Et ce qu'on attend des gens, en tout cas nous chez HP, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle, mais c'est justement pour nous élever. Ce n'est pas pour nous augmenter, ce n'est pas pour nous remplacer. Et je pense que le défi qu'on a à l'université, c'est de créer des compétences. Apprenez-leur à faire des maths, parce qu'au moins les nouveaux ingénieurs, ils n'ont pas le niveau. Donc retravaillez sur la base. Ne vous faites pas peur sur l'outil, mais apprenez à travailler les fondamentaux. Et je rebondis justement là-dessus, très bonne transition. S'il y a une compétence que l'université doit délivrer, c'est la communication. Parce qu'en fait, parler à la machine, c'est le nouveau langage de programmation. Avant, les machines étaient un peu bêtes, il fallait leur expliquer dans un langage qu'elles comprenaient. Alors, on est vieux, ça y est, mais moi j'ai subi des cours d'assembleur avec Philippe Aubejoie, c'était à se flinguer. Après, on a eu des cours de C avec Christian Ducheny, c'était aussi à se flinguer, mais on commençait à comprendre des trucs.
Aujourd'hui, les gens avec qui je travaille ne savent plus programmer. Ce sont des intégrateurs. En fait, ils bricolent des briques de Lego qui sont déjà toutes faites dans des frameworks qu'on appuie sur un bouton, ça pisse du code. Mais ils savent même plus comment ça marche. Et à la rigueur, c'est pas grave. Enfin, à ce stade Mais ça fait effectivement des applications qui... On a une calculatrice, je vous jure, c'est pas une blague. Quand elle démarre, elle consomme 800 mégas de RAM. Je lui ai dit, mec, tu sais qu'avant, sur 1 méga 44, on mettait un OS entier. Il m'a regardé comme ça. Voilà. Et en fait, le truc qu'il y a, c'est qu'on se plaint aujourd'hui de la crise sur le coût de la RAM, on se plaint de l'explosion énergétique des centres de calcul et compagnie, mais putain, si déjà on commençait par diviser par 800 la taille des programmes qu'on fait tourner, il y aurait déjà un début. Et donc, pourquoi je dis ça? C'est parce que le gars qui avait fait sa calculatrice, il avait demandé effectivement à Claude de lui faire sa calculatrice. Alors c'est rigolo, hein, c'est un bon exercice. Donc Claude, c'est une IA qui sait programmer, d'accord? Et Claude a du coup invoqué, je sais pas combien de machins NPN, il a embarqué tout un tas de librairies, enfin de machins, et puis la compatibilité Excel, tant qu'à faire, vas-y que je te charge un Excel en JavaScript, voilà, le machin, 800 mégas de RAM, nickel. Et alors en fait, le truc qu'il y a, c'est que j'ai dit, mais fais voir ton prompt, open prompt. C'est plus de l'open source, mais non, c'est de l'open prompt, puisque les sources, on s'en fout, et elles changent à chaque prompt, d'accord? On est sur l'ère du logiciel jetable. C'est aussi révolutionnaire que ce que le prêt-à-porter, en fait. Avant, quand on voulait être bien habillé, il fallait chez un tailleur, il vous prenait les mesures, machin, ça servait aussi pour l'enterrement, tout ça. Mais aujourd'hui, on va chez Célio, on a un truc tout à fait crédible. D'accord? Alors moi, bien sûr, là, chez le client, on voit bien que je suis pas en Hermès, hein, je reste un cutéreux valentinois, mais, mais, mais voilà, mais Célio, ça suffit, ça fait le taf. D'accord? J'ai pas besoin que ce soit ajusté parfaitement, sinon après, je peux plus prendre de poids. Et la cantine est bonne là-bas. Voilà. Donc en fait, l'art du prompt, c'est à ça qu'on évaluera demain la performance d'un salarié. C'est-à-dire que les systèmes d'IA chez le client en question, mais c'est partout pareil, il ne faut pas se leurrer, en fait, l'employeur peut regarder ce que font les gens, quelles questions ils posent, quels résultats ils ont. Et aussi et surtout, on aura cette métrique en combien de prompts il a obtenu sa réponse. Et moi, je vois bien la différence entre le junior qui est à côté de moi, qui passe sa journée à parler à ChatGPT pour faire une calculatrice qui fait 800 mégas de RAM, et moi, mes prompts qui font 2 pages, j'appuie sur un bouton, j'ai ma réponse instantanément qui est calibrée et qui fait 1 ligne. D'accord? Parce qu'en fait, j'ai su expliquer à l'IA très exactement ce que je voulais, parce que j'avais les mots, parce que je suis allé chercher le mot précis qui fait ça. Le gars à côté qui a aucune culture, qui a aucune forme de début de littérature, il va devoir utiliser un paragraphe entier pour décrire un truc. D'accord? Moi, je dis, tu fais l'ultra-crébédentiarisme. Lui, il lui faudrait un paragraphe de 15 lignes pour expliquer ce concept. Parce qu'en fait, il n'a pas ce vocabulaire. Alors ouais, c'est une forme de snobisme. Ça vient de là, le snobisme. C'est ça, être snob. C'est utiliser des mots que les autres ne comprennent pas pour s'élever au-dessus d'eux. D'accord? Ce snobisme-là. Donc attention, nous, à pas être snob par rapport à eux, c'est qu'aussi, il faut voir qu'on a massacré l'éducation depuis longtemps. On a forgé des générations d'abrutis. Hein, ils savent plus écrire. Leur nom porte des fautes d'orthographe. J'ai des gens, Jason, son nom est déjà une faute d'orthographe en soi, donc on peut pas lui en vouloir. Ses parents étaient analphabètes aussi, et malheureusement ça laisse des stigmates. C'est triste, mais en fait Jason il va pas s'en sortir. Il va se faire rouler dessus parce qu'il faisait jusqu'à maintenant le travail d'une machine. Il est effectivement pas qualifié. Il pensait être ingénieur. Le gars, ouais, il est ingénieur sur le papier. Moi, je suis pas ingénieur, hein. Mais lui est ingénieur, tu comprends? Voilà. Mais sauf que Jason, en fait, il sait pas aligner 3 mots. Et donc, en fait, le problème, c'est qu'il fait le travail d'une machine, finalement, push button. Et donc, si on fait le travail d'une machine, on est remplacé par la machine. C'est ça, hein? Non, je sais pas si je veux rajouter quelque chose après ça, mais petit cadeau. Non, oui, je pourrais avoir. Non, mais juste peut-être rajouter que sur les expérimentations qu'on a faites, nous, ce qu'on a constaté aussi, c'est qu'effectivement, par exemple, sur du codage, on pouvait se retrouver avec des codes qui sont plus compliqués que si la personne avait vraiment codé. Donc, il faut avoir après des personnes qui, en fait, comprennent encore des décodages encore plus compliqués à la sortie de l'AI. Donc, c'est contre-productif. Donc on a pas mal d'expérimentations qui montrent que c'est contre-productif et que pour contrôler le résultat de l'IA, ça nous prend aussi des fois plus de temps que de le faire en direct. Contrôler le prompt que la source. Voilà, c'est ça. Oui, après il faut manipuler le prompt. Et après sur les conseils, non, j'ai pas de conseils particuliers, mais peut-être le plus important c'est de développer l'esprit critique parce que c'est ce qu'on a besoin en face d'un outil comme ça. Et qu'on va aussi avoir des problématiques d'éthique à gérer et ça va pas être les plus simples. Voilà. Alors, très court, parce que l'idée, c'est quand même de laisser des questions à la salle.
Ah, on a Monsieur Pelletier. Non, moi c'est juste très rapide pour revenir sur vos deux propos, qui est le premier que l'IA est un outil. Enfin, que c'est pas ce qu'il doit faire pour nous, mais ça doit être un outil pour nous aider. Et sur la question de la qualité du prompt, pour moi c'est là le rôle de l'université et de l'intégration de l'IA aussi dans la formation. C'est pas que l'IA doit faire pour les étudiants, mais pour moi elle doit être intégrée à la formation pour aider des futurs experts à aller chercher la bonne info, à aller s'orienter vers les bons questionnements, à aller plus loin dans leurs propos, sans leur mâcher le travail, mais vraiment comme un outil d'accompagnement. Et pour moi, c'est là le vrai challenge que vous allez avoir au niveau universitaire, c'est de chercher à... Il y a la nouvelle ressource que vous avez présentée tout à l'heure, qui est un module, on va dire, à part. Pour moi, c'est presque plus loin, c'est comment ça s'intègre à chaque module pour que ça soit intégré à la formation en fonction des spécificités pour de futurs experts. Juste Merci. une petite remarque. Juste en vous écoutant, je me dis que c'est très clivant en fait. On s'en rend compte. Hein. C'est un sujet très clivant qui est presque politique pour moi. Mais bon, voilà. Il faut que ça reste, à mon sens, il faut que ça reste un outil. Et de ce que je vois, moi, des entreprises où j'ai travaillé, des pratiques, pour que ça reste un outil au service de l'intelligence, il faut que le cadrage, l'encadrement soit juste bon, en fait, pour éviter justement que ça devienne... Comment ? Dumping artificiel. Que ça devienne, voilà, que ce soit un vrai débordement. Et quand je dis que c'est philosophique ou même géopolitique, c'est que pour moi, ce qui caractérise quand même la France, alors avec ses avantages et ses inconvénients, c'est qu'on a le sens de la nuance. On nous apprend, et j'espère qu'on l'apprend encore, je pense, hein, j'ai des grands-enfants qui sont passés par là maintenant, qui sont des jeunes étudiants, mais ils apprenaient encore ça, à faire une thèse, à faire une antithèse, à challenger ce qu'on nous dit. Et ça, j'espère que ça restera une particularité française, parce que vous ne l'avez pas. Moi, j'ai travaillé avec des Américains. Hein. Je travaille maintenant avec des Chinois, je ne connaissais pas. Je peux vous dire que la nuance, ils ne connaissent pas. Donc, l'outil en lui-même, il a besoin d'intégrer ça, en fait. Et on est dans de la culture aussi. Quelle est notre culture, cet outil? Est-ce qu'il reflète notre culture? Merci. Je suis désolée, mais voilà, je tiens absolument à ce que, s'il y a des questions, on puisse prendre ces questions. Merci. Merci beaucoup pour cette table ronde. J'avais une question pour la personne qui travaillait au CEA. Quand vous nous avez parlé des 4 piliers, j'ai été interpellée par le 4e, qui était partager les connaissances et les pratiques. Et ma question, c'est combien de temps ça vous prend, par exemple dans une semaine de travail, de partager vos connaissances et vos pratiques? Alors après, ça c'est pris en partie par les équipes de RH qui vont mettre en place, et les équipes de com aussi, qui vont mettre en place des tutos, des plateformes d'apprentissage là-dessus. Mais on a pu travailler en mettant en place une IA interne, on a pu travailler l'interface. Et donc, en fait, c'est quelque part un nouvel espace de travail où on va pouvoir mettre à disposition des prompts, mettre à disposition les cas d'usage qu'on a déjà implémentés. Voilà, c'est vraiment, on a créé un espace de travail qui permet d'être collaboratif. Merci. Moi, j'ai une question pour Monsieur Hortefeux. C'est surprenant, oui. Donc, quand vous avez parlé des cahiers, des clauses techniques particulières, enfin pour les cahiers des charges, par exemple, comment est-ce que vous faites pour que les données ne soient pas piratées d'une façon industrielle et forcément sur le prix, par exemple, ou sur la qualité, vous dites tout de votre entreprise et donc c'est réutilisé pour d'autres appels d'offres. Et vous avez expliqué que c'était pour vos techniciens qui avaient un besoin d'écriture et comme nous formons des étudiants qui, pour la grande partie d'entre eux, s'inscrivent aussi dans une médiocrité, on l'a entendu, avec des problèmes de compréhension. Voilà, comment vous protégez pour votre cahier des charges vos données pour qu'elles ne soient pas piratées par les autres entreprises qui savent tout de ce que vous êtes, ce que vous faites, de votre différenciation, de vos forces et de vos faiblesses. Merci.
Alors, pour moi, là-dedans, il y a plusieurs sujets et il y en a un qui est un peu fataliste sur une part où on a pris le parti pris. Quand on va faire une analyse de dossier d'appel d'offres public qu'on a reçu, pour moi, mettre les documents dans une quelconque plateforme, sachant que c'est public et téléchargeable par n'importe qui sur Internet, on n'en voit pas trop le frein et il n'y a pas de données de l'entreprise dedans. On est plus sur une analyse de dossier pour ressortir les quelques points clés qui sont pertinents et sur lesquels il faut qu'on accentue peut-être notre offre. Après, il y a la deuxième question qui est par rapport aux données qu'on va transmettre de l'entreprise à l'IA. Tout ce qui est prix, pour le coup, ça on n'envoie jamais notre offre de prix dans l'IA. Par principe, et ça fait partie de... On a aussi une charte, alors qui est un peu moins complète, elle est un peu plus type PME mais, que ce que j'ai pu entendre, mais ça fait partie des choses qu'on ne doit pas mettre dans l'IA à juste titre. Mais derrière, toutes les infos de l'entreprise, aussi sur un savoir-faire technique, sur nos méthodologies de travaux et autres, qui là correspondent en fait, vraiment à la part mémoire technique de notre offre. Nous, les économistes, analysent nos offres avec l'IA. Donc, qu'on le veuille ou non, et cela c'est le côté un peu fataliste que je disais, nos données d'entreprise, nos savoir-faire, nos méthodologies d'intervention, la méthode, la manière avec laquelle on va construire notre mémoire technique de façon générale, va être partagée à de l'IA, qu'on le souhaite ou non. Donc on a pris le parti pris d'aller assez loin dedans, et du coup de donner beaucoup de données, pour qu'en fonction de chaque typologie de projet, et que des points clés qu'on a pu cibler auparavant, ça nous sorte un pré-boulot, parce qu'à chaque fois on remet de l'humain derrière, mais qui soit juste. Mais il y a le parti pris d'accepter ça. Moi j'ai une question un peu globale, parce que vous dites beaucoup, et alors je vous rejoins sur plein de termes dans la logique, c'est-à-dire qu'effectivement un développeur senior peut s'appuyer sur l'IA pour faire ce que fait un stagiaire, c'est ce que les études montrent. Mais dans la phrase notamment un petit peu provoque sur le codage, personne n'a réussi à faire du bon codage tout de suite, enfin, sauf les très doués. Et il y a un truc moi qui m'inquiète dans ce que vous dites, notamment avec la mention de la moitié des... Je ne sais plus quelle entreprise vous aviez cité sur le fait qu'on ne recrute plus des juniors. Parce qu'en fait, pour pouvoir avoir des seniors, il faut quand même qu'ils aient passé par des stades de juniors. Et nous, évidemment, moi je forme mes élèves à les faire réfléchir progressivement, mais tant qu'ils ne seront pas confrontés vraiment au monde de l'entreprise, à manger du code où on a beau les former bien, et le code, c'est à force d'en faire et de les reprendre qu'ils vont s'en apercevoir. Et du coup, j'arrive pas à voir où se positionnent les entreprises. Est-ce qu'ils ont une vision à court terme vraiment là, ou est-ce qu'ils pensent vraiment qu'on va créer une formation à bac plus 20 pour compléter ce que va plus faire les entreprises en junior, en fait? Pardon, l'entreprise dont je parlais, c'est McKinsey. C'est des Américains, oui, bien sûr. Vous disiez, pardon, Très cher. Très cher. très cher et pas compétent, mais par contre... C'est pas une mauvaise nouvelle. Oui, après, vous le savez, hein, c'est eux qui alimentent nos politiques. Hein. Ça, c'est notre sujet. Mais c'est... Voilà. Elle est tout à fait pertinente, votre question. Elle est tout à fait pertinente, et c'est ce que moi je mettais en avant. C'est-à-dire que, vous le savez comme moi, hein, un enfant, pour apprendre à se tenir debout, il faut qu'il chute 20 fois, 40 fois, 1000 fois. Et donc, on en est là. C'est pour ça que je vous disais, pour moi, que c'est un débat philosophique. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui n'acceptent plus de recruter des juniors, parce que de toute façon, ce que faisaient les juniors, ça passe par l'IA. Après, aujourd'hui, c'est très expérimental. On est encore dans une phase... Enfin, vous n'êtes pas d'accord? Non, mais parfait, on est là pour ça. En fonction des entreprises et de la taille des entreprises, on est à des stades différents du développement de l'IA et de l'imprégnation des pratiques par rapport à l'IA. Donc, moi, je travaille plutôt dans des groupes de moyenne taille ou des PME. Donc, je vous dis ce qu'il en est de ma pratique, mais j'entends tout à fait que chez HP, vous soyez beaucoup plus avancé et que... Les juniors, on en recrute. D'accord, Non, enfin, des juniors, d'abord, il y a la pyramide des âges. Donc ça, les juniors ont tout leur avenir.
Les métiers recrutent. Aujourd'hui, on n'a jamais autant recruté aux États-Unis que des codeurs, hein. Pas dans les grandes entreprises, certes, mais dans les PME, etc. aux États-Unis. Il y a un dernier article de l'Economist qui montre clairement que le métier du codeur aux États-Unis est en forte croissance. En tout cas, il n'est pas en décroissance. Certes, dans les grandes entreprises, non, mais il y a plein de petites entreprises qui se mettent à la transformation digitale. Et les juniors, nous, dans les commerciaux, dans les métiers de base, on continue à recruter et on continuera à recruter. Commerciaux, est-ce qu'il y a... Mais l'IA, elle arrive de partout. Qu'on le veuille ou pas, elle arrive de partout. Ce qu'il faut, c'est qu'on mette sa valeur ajoutée entre êtres humains. Et c'est ça que fait l'université. Voir où est notre valeur ajoutée. Mais des juniors, l'avenir est là, hein. La pyramide de l'âge va les aider. C'est le temps, oui.